notre speaker suivant, ou c'est plutôt une dame, hein, voilà, je cherchais depuis tout à l'heure en fait. C'est Sandrine Klaus. Alors avec Guyaster, on a l'occasion d'avoir des interactions avec Isopia, avec laquelle pour la société pour laquelle vous travaillez, mais on s'est jamais rencontré du tout. Donc c'est pour ça que je vous découvre. Donc Sandrine a reçu sa formation à l'Imperial College, que dans des endroits hyper prestigieux. Donc j'étais vraiment impressionné quand je lisais votre CV. Dans un premier temps, en thèse à l'Imperial College de Londres, Université de Reading, où vous avez assuré des fonctions d'enseignement. Et puis aujourd'hui, vous travaillez dans un contexte où vous vous intéressez à la réponse de l'hôte au changement du microbiote intestinal. Et votre présentation a pour objectif de nous présenter le travail qui est mené chez Isopia pour l'identification des keystones d'un écosystème. Voilà. C'est 12 minutes. Je vous avertis, ouais, quand on arrive à D'accord, parce que oui, okay. je sais que j'ai tendance à être bavarde. Bon, alors bonjour à tous, merci d'être présents et surtout merci aux organisateurs de me donner cette opportunité de présenter ici. Alors on m'a demandé de parler des keystones, des bactéries keystones. Pourquoi? Parce que à Isopia, c'est justement, on développe en fait des bactéries, donc des médicaments faits à partir de bactéries vivantes et pas n'importe quelle bactérie, donc des bactéries qu'on appelle des bactéries keystones. Mais qu'est-ce qu'on met derrière ce concept? Il y a beaucoup de débats, donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de faire un point. Et je vais vous parler en particulier du contexte du microbiote intestinal, puisque c'est sur ce microbiote-là que je travaille depuis 15 ans. Alors, bon, je pense pas que j'ai besoin de vous convaincre que le microbiote intestinal est très important et a une influence majeure sur la santé humaine. Sachez que la bactérie sur laquelle on travaille en particulier à Isopia est une bactérie qui s'appelle Christensenella minuta, et je vais un tout petit peu en reparler plus tard. Alors, avant de parler un petit peu, de rentrer dans le vif du sujet sur les keystones, je voulais rappeler très brièvement ce que c'est qu'un écosystème. De quoi on parle? On parle des interactions entre des organismes, des espèces qui occupent un même environnement. Donc, on parle de toutes les interactions entre ces différents organismes et avec leur environnement. Dans le contexte du microbiote intestinal, ça veut dire qu'on va avoir des bactéries qui interagissent avec des phages, des levures et bien sûr les cellules de leur hôte. Donc, ça fait beaucoup d'interactions, c'est très complexe. Les interactions, elles peuvent être de nature différente. Très souvent, c'est de la compétition pour des ressources. Ça va être des sources de carbone, des sources d'azote ou des sources de fer, par exemple. Mais on peut aussi avoir de la coopération, donc une sorte de mutualisme, où là, on va avoir des bactéries, par exemple, qui vont pouvoir coopérer pour pouvoir dégrader des fibres complexes. Alors, ce qui fait la particularité du microbiote intestinal, c'est que pour pouvoir l'étudier, bien, c'est difficile de manipuler les organismes qui sont présents, en particulier parce que la plupart des bactéries qui sont dans le microbiote intestinal ne sont pas cultivées ou pas cultivables. Donc, on n'a pas de spécimens qu'on puisse manipuler dans le labo. Du coup, on a plutôt recours à des méthodes indirectes qui sont du séquençage de génomes et donc les métagénomes qui sont à notre disposition pour pouvoir comprendre comment ces bactéries interagissent. Donc, du coup, ça pose d'énormes problèmes parce que pour pouvoir étudier des interactions entre des organismes uniquement à partir de leur génome, en fait, les outils, on les a pas. Et ils sont, le sujet, en fait, de ma présentation, c'est un peu de vous amener vers la compréhension de où on en est dans ces outils-là et vers où il faudrait aller pour pouvoir mieux comprendre et mieux appréhender ces interactions. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux keystones? Alors je fais juste un petit step back parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Les keystones, ce sont des bactéries, quand on parle d'écosystèmes microbiens, qui soutiennent le reste de l'écosystème. Donc elles sont absolument clés, elles sont au cœur de l'écosystème et on se rend compte aujourd'hui, notamment à travers le concept de One Health, que tous les écosystèmes sont interconnectés. Et donc si on commence à perdre ces keystones, donc qui conduisent à un appauvrissement de la biodiversité, bien il y a certains chercheurs qui affirment qu'on va vers une catastrophe écologique, puisque perdre ces keystones, c'est déstabiliser en réalité l'ensemble des écosystèmes et donc avec des effets dramatiques sur l'environnement et la santé.
Alors avant de parler un peu des outils, je pense qu'on peut pas parler de Keystone sans parler de Robert Payne. Donc ça c'est un peu pour ceux qui sont pas du tout écologistes. Robert Payne c'est probablement le plus grand écologiste du XXe siècle. C'est lui qui a inventé donc le terme de Keystone et qu'il a utilisé pour la première fois en 1966. Il étudiait en particulier la côte de Macabée, c'est une côte dans l'État de Washington, donc sur l'océan Pacifique. Et il étudiait les écosystèmes marins. Et en particulier, il s'était rendu compte qu'il y avait une espèce d'étoile de mer qui s'appelle Pisaster ocraceus, qui est un grand prédateur des moules locales. Et il s'est posé la question, est-ce que si j'arrivais à retirer ce prédateur, qu'est-ce qui se passerait sur l'environnement? Donc pendant 1 an, il s'est amusé à prendre les étoiles de mer sur à peu près 8 mètres de long de littoral et à les rejeter à l'océan pour pouvoir repousser le prédateur et laisser cette zone de 8 mètres de long complètement déprivée de cette étoile de mer. Et au fur et à mesure des mois qui ont passé, il s'est rendu compte que les moules commençaient à dominer l'écosystème, recouvrir tout le sol et repousser tous les autres coquillages. Et donc ça a conduit à un appauvrissement global de la biodiversité sur ce littoral. Et c'est de là qu'il a utilisé pour la première fois le terme de Keystone Species pour caractériser ces étoiles de mer. Donc c'est un concept qui a eu énormément de succès à l'époque, tellement bien que ça a d'ailleurs contribué à protéger les requins, par exemple. On a compris que c'était des grands prédateurs qui étaient très importants pour l'équilibre de l'écosystème. Mais il y a eu du coup un petit abus de langage. Ça a eu tellement de succès qu'en 1995, il y a deux écologistes américaines, donc Mary Power et Scott Mills, qui se sont positionnés comme les gendarmes des Keystone. Qui a dit que les chercheurs n'avaient pas d'humour? Elles se sont appelées comme ça en référence à une comédie culte des années 55. Et donc, elles ont dit, les Keystone, il faut qu'on considère que ces espèces aient un impact sur l'environnement, mais qui soit beaucoup plus grand que l'impact qu'on pourrait anticiper de par leur nombre. C'est-à-dire qu'il faut décorréler l'effet de l'espèce sur son environnement par rapport à sa biomasse. Donc, dans cette définition, elles écartent complètement les bactéries dominantes, par exemple, si je me replace dans un écosystème intestinal. Une bactérie dominante ne peut pas être une Keystone d'après cette définition. Alors, il y a eu beaucoup de débats. Qu'est-ce que c'est vraiment qu'une espèce Keystone? Aujourd'hui, alors on a plein de nuances qui ont émergé, les Keystone mutualistes, les Keystone reverse, il y a plein de variations. Donc, en ce qui me concerne, je me base sur la définition qui a été proposée par Samirat Banerjee, qui est un chercheur américain, qui a proposé en 2018 cette définition, un petit peu longue, mais qui est suffisamment large pour englober quand même beaucoup de choses. Il dit que une espèce Keystone, notamment dans les écosystèmes bactériens, c'est soit une espèce, soit une guilde, donc c'est-à-dire des espèces qui tournent, qui gravitent autour, qui sont peut-être très très corrélées à l'espèce Keystone, qui ont un effet extrêmement important sur la biodiversité, mais aussi sur la fonction de l'écosystème. Donc là, dans cette définition, on a cette notion de fonctionnalité de l'écosystème qui est extrêmement importante. Et il dit que ça doit être décorrélé, indépendant de son abondance, donc indépendamment de la biomasse. Donc là, il nous autorise aussi à utiliser des espèces dominantes en termes de Keystone. Voilà. Donc c'est un tout peu plus large. Alors je vais insister quand même sur la notion d'espèces sous-dominantes et de l'impact sur l'environnement, parce que souvent, c'est des questions qui me sont adressées. En tout cas, comment ça se fait qu'une bactérie qui représente peut-être 1 pour 1000 de l'écosystème global peut vraiment avoir un impact important sur l'écosystème? Elle est noyée dans cette masse de bactéries. Et là, on a une étude publiée en 2019 dans MBio qui montre très clairement comment une bactérie, donc ici c'est une bactérie réductrice de sulfate, de soufre, qui est présente donc à 1 pour 1000 dans l'écosystème et qui pourtant peut contribuer sous certaines conditions. Donc là, vous le voyez dans différents substrats. Lorsqu'elle est exposée, par exemple, à un substrat riche en acétate, eh bien, vous avez une augmentation massive de la contribution des ARN messagers produits par cette espèce aux ARN messagers totaux produits par le microbiote. Donc vous voyez qu'on peut atteindre pour une bactérie qui est à 1 pour 1000 dans la population, une contribution qui va à 0,1 %. Donc c'est quand même 10 fois plus en termes de transcrit. Et pourtant, cette bactérie ne croît pas. C'est-à-dire que cette bactérie reste complètement constante en termes de représentation dans l'environnement. Donc elle ne grandit pas, mais elle modifie son environnement, un impact très fort sur l'environnement. Et pour moi, ça c'est la définition d'une Keystone. Et c'est la démonstration qu'il ne faut surtout pas
overlooked en anglais. Donc, il ne faut surtout pas déprécier la contribution de ces bactéries sous-dominantes. Alors, comment ça s'applique chez nous pour pouvoir identifier des keystones ou démontrer qu'on a affaire à une keystone? C'est très compliqué parce que dans un écosystème bactérien, on ne peut pas faire le gold standard qui serait d'aller enlever la keystone de l'écosystème parce qu'on n'a pas d'outils, pour l'instant en tout cas, qui permettent spécifiquement d'éradiquer cette bactérie de l'écosystème. Donc on ne peut pas les enlever à la main et nos molécules antibiotiques ne sont pas assez spécifiques pour aller tuer spécifiquement donc, cette bactérie-là. Donc en prenant le problème en sens inverse, on s'est dit on va prendre un écosystème dysbiotique, donc un microbiote qui a une dysbiose, et on va le supplémenter avec notre bactérie pour pouvoir démontrer son effet keystone. Et c'est ce qu'on a fait dans un modèle Scheim, donc il y a un modèle d'intestin artificiel que beaucoup d'entre vous connaissent. Et on a tout simplement donc supplémenté la bactérie. Vous voyez ici au niveau du côlon distal, donc le récipient qui représente le côlon distal, que très rapidement, lorsqu'on commence à introduire uniquement une souche de Christensen minuta, eh bien, on a une augmentation très forte de la biodiversité de cet écosystème. Et lorsqu'on a regardé un petit peu plus en détail à quoi était due cette augmentation de la diversité, vous voyez tout à droite qu'on a une augmentation très forte des bactéroïdétèses qui est stimulée par la présence de la souche. Alors, je vais passer, je ne vais pas trop prendre de temps, je vais passer à la suite. Alors, il y a d'autres façons d'identifier des keystones et vous verrez dans la littérature que la grande majorité des papiers se basent sur des réseaux de neurones pour pouvoir identifier des bactéries keystones dans un écosystème intestinal. Alors, il y a plusieurs façons de réaliser ces réseaux de neurones, mais la plupart du temps, on est sur des matrices de corrélation et des réseaux en fait de coabondance. Et vous voyez qu'on peut avoir plusieurs natures structures de réseaux. Et donc, tout à droite, vous avez la structure classique de la keystone qui est très corrélée à tout un ensemble d'autres bactéries qui peuvent même former la guilde autour de ces keystones. Malheureusement, ces réseaux de neurones ne nous disent absolument rien de l'interaction réelle entre ces bactéries. C'est complètement théorique. C'est-à-dire que c'est basé que sur de la coabondance. Donc, on n'a aucune information sur vraiment la nature des interactions entre ces organismes. En ce qui nous concerne pour Christensen minuta, c'était comme ça que Christensen minuta avait été à l'origine identifié comme une potentielle keystone. Donc j'ai un petit peu fait l'histoire à l'envers, mais vous voyez ici que ça c'est la toute première publication en 2014 où les Christensenellacées, et donc minuta en particulier dans ce papier, a été identifié comme potentiellement keystone d'un écosystème de personnes ici qui avaient un BMI moins élevé que les jumeaux contrôle. Et vous voyez qu'on trouve bien Christensenella au centre de cet écosystème. Alors il s'avère que oui, on a validé par la suite qu'on avait un effet keystone, mais a priori, c'était pas forcément évident que cette bactérie fortement corrélée, était vraiment la keystone. Alors vers où on va? Personnellement, je trouve qu'il est très important de prendre en compte, je suis à la fin, de prendre en compte les interactions fonctionnelles entre tous ces organismes. Et j'ai été particulièrement intéressée par un article qui est sorti l'an dernier, qui est une équipe de l'INRIA, qui a utilisé en fait de la modélisation pour reconstruire les pathways métaboliques dans un écosystème et identifier quelles étaient les espèces qui possédaient les enzymes, en tout cas théoriques, dans leur génome, qui pouvaient coder pour chaque étape du chemin métabolique. Et en faisant cela, ils sont capables d'identifier en fait les redondances dans l'écosystème. Et vous voyez ce que ça donne avec un exemple à droite. Par exemple, pour la synthèse des carboxyacides, vous voyez que chaque fois qu'il y a un cercle avec des points dedans, donc ce sont des bactéries redondantes. C'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe laquelle de ces bactéries et la fonction est portée. Mais vous voyez qu'il y a des bactéries qui sont toutes seules. Donc on a dans un cercle une bactérie unique qui est la seule à porter la fonction manquante pour pouvoir aboutir à la synthèse de ces carboxyacides. Et ce sont ça les keystones de l'écosystème. Donc en fait le keystone pour moi il se définit par rapport à la fonctionnalité. C'est-à-dire en ce qui concerne les carboxyacides, ici on a 2 keystones. Mais si on regardait un autre pathway métabolique, on en aurait d'autres des keystones. D'où l'importance vraiment de comprendre la fonction qui est portée par chacun de ces organismes. Donc pour conclure,
Je vous ai parlé beaucoup d'espèces keystone, mais tous les microbiologistes savent qu'au sein d'une espèce, il y a une énorme variabilité en termes de souches. Et si on regarde un pangénome à peu près classique, alors ce qui nous concerne, Christensen minuta, c'est un pangénome d'à peu près 6000 gènes, mais la bactérie, elle peut coder que pour 3000 gènes maximum. Donc vous voyez qu'il y a quand même une possibilité de variabilité qui est énorme au sein de cette espèce. Et donc, plutôt que d'aller vers l'identification de l'espèce keystone, moi je vais vers vers la souche keystone, et puis encore mieux, la fonction keystone, et ça c'est Hugo qui va vous en parler. Merci. Est-ce qu'on pose une ou deux questions dans l'audience? Être en ligne, est-ce qu'il y a des choses? Non, pour l'instant. Adama, ouais. Merci beaucoup Sandrine, c'est super intéressant en tout cas. Est-ce que finalement, qu'il arrive des fois qu'en termes de coopération, il y a des bactéries en fait qui n'ont pas certaines cascades métaboliques, et que finalement, est-ce que le fait d'avoir une vision globale comme ça de ces pathways, on pourrait imaginer que cette keystone viendra un peu compléter la voie métabolique d'autres bactéries en fait dans tout cet écosystème? Est-ce que finalement ça pourrait pas être un moyen aussi assez efficace d'avoir une reconstruction globale en fait de l'ensemble du pathway du consortium, et dire finalement tiens, cette bactérie là peut-être complète beaucoup d'autres bactéries et finalement elle est importante? Oui, mais c'est exactement là, oui, c'est exactement ça. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à comprendre les fonctions qui sont manquantes, donc en termes de chemin métabolique, par rapport à des marqueurs. Si je prends par exemple la synthèse des acides gras à chaîne courte, qui sont des marqueurs très utilisés dans le microbiote intestinal, si on reconstitue tout le pathway et qu'on se rend compte qu'il y a une étape du pathway où il y a un appauvrissement, en tout cas peut-être en termes de redondance, parce que là je m'éloigne un tout petit peu de la question, parce que c'est pas forcément une seule espèce, mais imaginons que dans un des nœuds, si je reviens ici, dans un des nœuds où on a à peu près, je sais pas, une quinzaine de bactéries qui peuvent faire la réaction. Mais dans un écosystème dysbiotique, on en a perdu 30%. Théoriquement, c'est 30% de capacités métaboliques qui sont perdues. Merci. Peut-être une toute petite question rapide et par expérience personnelle dans un contexte qui est un peu différent, mais où les questions sont les mêmes. À quel moment et quel est l'impact du secrétome dans l'analyse de ces données? En fait, parce que c'est des choses auxquelles on a été confrontés en frontline, et puis on se dit, mais quand est-ce que j'en prends compte ou pas en fait? C'est exactement le gap. C'est-à-dire que là, on n'a pas le sécrétome. Ici, on se base que sur des métagénomes, et c'est un petit peu la faiblesse des approches, enfin les limites en tout cas. Pour moi, c'est la prochaine étape, c'est ça, c'est aller au moins vers le transcriptome pour pouvoir comprendre vraiment quelles sont les bactéries qui sont actives, parce que là, on a des redondances théoriques, mais peut-être qu'en fait, j'en ai que la moitié qui vont réellement exprimer l'enzyme et réaliser la fonction. Donc effectivement, oui, c'est la prochaine étape. Est-ce qu'on peut mesurer ce gap aujourd'hui ou pas? Est-ce qu'on peut se dire, je sais pas, globalement, si on regarde l'intégralité des micro-organismes cultivés in vitro dans ce cas-là, ou dans un modèle comme le Chyme, on sait qu'on a 50% du génome qui est exprimé, ou 60%, et que est-ce qu'on peut faire des modèles et inviter des gens? Alors, je tends des perches parce que souvent, c'est des questions qui sont très très orientées technologie, modélisation, et sur lesquelles nous, biologistes, on se tourne pas vers les gens qui ont les compétences pour se dire tiens, fais-nous un modèle où on a tel pourcentage d'expression sur un génome in vitro en moyenne à travers les espèces, et est-ce que tu pourrais me dire la relevance de mes hypothèses, quoi, en fait. S'il y a quelqu'un qui a la réponse, ce serait formidable. Moi, je pense un petit peu Entérome, ceci dit, qui a pas mal travaillé là-dessus, parce que comme ils ont cherché à vraiment mapper tout le protéome et donc toutes les protéines qui étaient produites par le microbiome, des derniers chiffres que j'avais vus, ils étaient autour de une vingtaine de millions de protéines produites. C'est énorme, c'est colossal. Merci Sandrine. On va